Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, merci beaucoup d'être là pour cette deck tech dépoussiérée d'Edgar Markov. À l'heure où j'enregistre, Innistrad Remastered est sorti il n'y a pas longtemps, il fallait donc sortir le papy de son cercueil et proposer une version, on va dire, mise à jour. Voilà, d'Edgar Markov. N'hésitez pas d'ailleurs à venir en parler directement en commentaire ou en live, puisque je suis sur Twitch du mardi au vendredi de 9 h à midi pour traiter des news, jeux vidéo, pop culture, mais aussi évidemment de TCG, de cartes Magic, Lorcana, Altered, tout ça. J'en profite aussi pour vous dire que j'ai un code PLAYIN à 10 2025. Donc si jamais vous achetez chez PLAYIN, n'hésitez pas à l'utiliser. Ça vous permet d'avoir 50% de points de fidélité en plus. Ça marche une seule fois par an. Et par contre, passons maintenant à la deck tech Edgar Markov, le seul, l'unique, le banni. Oui, Papy fait de la résistance et moi je le joue uniquement évidemment en multi. Donc attendez-vous à voir des zombies. Attendez-vous à avoir des vampires. Attendez-vous à durer sur la longueur, puisque non, je n'ai pas mis tous les drops 1 du jeu. J'ai pas mis tous les drops 2 du jeu. Il y a des créatures qui valent 3, 4, 5, 6. C'est un deck qui peut tenir la longueur même au-delà du tour 7-8. Hein. En vrai, dernièrement j'ai joué et je crois qu'on a fait genre 14 ou 15 tours. J'ai pu remporter la partie, mais c'était très compliqué. Mais bon, c'est un deck, vous l'aurez compris, qui est là pour le multi, qui n'est pas aggro, qui juste fait pop des vampires lorsque vous en jouez, puisque c'est la base d'Edgar Markov, et c'est aussi pour ça que tout le monde le déteste, sauf les joueurs d'Edgar Markov. C'est parce qu'il a l'éminence. L'éminence, c'est probablement des trucs les plus craqués que Magic ait pu créer avec le Landfall. L'éminence, qu'est-ce que ça dit? Eh bien, ça dit que qu'Edgar Markov soit sur le champ de bataille ou la zone de commandement, dès que tu lances un sort de vampire, tu vas créer un jeton 1-1 vampire. En plus de ça, pour 6, c'est une 4-4 initiative célérité. À chaque fois qu'il attaque, tu mets un marqueur +1/+1 sur chaque vampire que tu contrôles. Donc en fait, pour 6, tu as une 5-5 initiative célérité, puisque globalement, quand tu le sors, t'attaques avec. Petit plus, je sors Edgar Markov, je joue Edgar Markov. Il ne reste pas dans son placard toute la game. Non, non, si on peut sortir Edgar, on le fait, puisque c'est toujours agréable de mettre un marqueur +1/+1 sur tous les vampires qu'on contrôle. Alors c'est un deck qui a pour condition de victoire de détruire son adversaire, mais pas avec une armada de zombies. Ici, il n'y a pas de choses qui vont multiplier les tokens. J'ai pas, ça m'intéresse pas trop cette mouvance-là. Il n'y a pas non plus d'aristocratie, hein, pas de mode aristocrate, étant donné que dans mon playgroup, il y a des gens qui jouent comme ça, donc ça faisait doublon. Donc on est vraiment sur un tribal qui va privilégier la qualité plutôt que la quantité. Et pour ce faire, eh bien, je vais vous présenter tout de suite les cartes qui tournent autour d'Edgar Markov, le vampire Mardou. Voilà, en même temps, rouge, blanc et noir ne sont pas les meilleures couleurs pour jouer vampire. On commence avec un Planeswalker. Oui, en multi, c'est pas forcément stylé d'avoir des Planeswalkers, mais alors lui, il est tellement fort qu'il n'y a aucun monde où on ne joue pas. Pour 3, déjà, il a 4 marqueurs loyauté, ce qui est déjà pas mal. Et en plus, il fait tout. Il fait tout, c'est simple, il a 2+1. Le premier, la carte sensible gagne le contact mortel, le lien de vie jusqu'à la fin du tour. Si c'est un vampire, tu lui mets un marqueur +1/+1. L'autre +1, c'est tu sacrifies un vampire et quand tu fais ça, il afflige 3 blessures à n'importe quelle cible et tu gagnes 3 points de vie. Et son -3, tu mets un vampire depuis ta main sur le champ de bataille. Alors ça ne trigger pas Edgar Markov, mais ça permet de jouer tour 3 des vampires qui valent 4, 5, 6. Bref, Sorin, ce Planeswalker est vraiment Praxer. On va passer quand même, parce que je me suis rendu compte, j'avais fait une formule avec de la rampe, genre vraiment avec les signets, enfin les cachets, les talismans, voilà l'incubateur d'Urza et tout. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'est pas la thématique du jeu. Nous, ce qu'on veut, c'est quand même jouer, si possible, à chaque tour, ou au moins à partir du tour 2. Si vous n'avez pas de tour 1, c'est pas très grave. Si vous avez un tour 2, tour 3, c'est cool. En revanche, si vous avez rien dans votre main avant le tour 3, honnêtement, vous allez vous ennuyer. Donc c'est pour ça qu'il y a quand même quelques tours 1 et quelques tours 2. On doit être aux alentours d'une vingtaine à peu près de vampires. On commence avec la surineuse vampire. 1 pour une 1, furtivité, lien de vie. Voilà, parce que ça fait toujours plaisir. Et comme ça, tour 1, t'as ce vampire-là, plus le 1-1 d'Edgar Markov. On a dans le même principe le vampire de la lune sinistre. Elle a le contact mortel et le lien de vie. Toujours sympa d'avoir le contact mortel. Le proscrit changelin qui ne peut pas bloquer, ne peut pas être bloqué. Donc voilà, ça connecte avec lui, puis ça fait proc. On va avoir également l'habitante de la ruelle des ombres, qui dit qu'à chaque fois qu'une autre créature noire arrive sur le champ de bataille, sous notre contrôle, une créature cible acquiert l'intimidation. Donc ça permet d'avoir, on va dire, de l'évasion, chose qui n'est pas omniprésente dans ce deck, je l'avoue. Donc ça fait toujours plaisir de pouvoir filer l'intimidation à une autre créature sur notre champ de bataille. Une carte pour ramper, et Dieu sait que cette carte est
totalement débile. C'est peut-être le meilleur tour 1 que vous puissiez rêver d'avoir. La maîtresse des rites noirs, 1 pour une 1-1 vampire éclair, mais surtout quand tu l'engages et que tu sacrifies une autre créature, comme par hasard le jeton que vous avez créé, eh bien tu ajoutes 3 mana noirs et tu le dépenses uniquement pour lancer des sorts de vampires, de clairs ou de démons. Ça tombe bien, nous n'avons que des vampires. Donc ça c'est vraiment le meilleur tour 1 que vous puissiez avoir. On va passer maintenant, non pas au tour 2, mais aux petits copains qui vont pump les autres petits copains. Ce qu'on pourrait appeler des lords dans certains cas, ou juste des gens qui te filent des marqueurs +1/+1. On a le Bloodline Keeper, un classique, 4 pour une 3-3 vol. Ok, quand tu l'engages, tu mets un vampire 2-2 avec le vol, ce qui est chouette. Mais le petit plus que nous on attend, c'est une fois que tu as 5 vampires, tu payes un mana noir. Voilà. Que tu joues quand tu veux, ça peut être aussi la surprise quand on t'attaque. Et là, regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Ça devient une 5-5 vol. Et les autres vampires que tu contrôles gagnent +2/+2. Donc autant te dire que lui, quand il est transformé, il te fait un de ses chantiers. Mon ref, les gros travaux, comme on dit. L'indéboulonnable, une carte qu'il faut absolument détruire quand vous jouez contre Edgar Markov, le vampire cordial de mana noir pour une 1-1. Et quand lui ou une autre créature meurt, peu importe hein, les vôtres, celles de vos adversaires, eh bien ce cordial vampire met un marqueur +1/+1 sur tous les vampires que vous contrôlez. C'est débile à quel point c'est fort. Donc ça c'est à tuer immédiatement. Un autre copain, un autre lord qui est phénoménal, le vampire captivant. Lui pour 3 c'est une 2-2, les autres vampires que vous contrôlez gagnent +1/+1. Bon bah jusque là rien d'aberrant. Mais si tu engages 5 vampires dégagés que tu contrôles, tu acquiers le contrôle de la créature ciblée. Et en plus elle devient un vampire. Donc ce qui est chouette c'est que tu vas voler un commandant, une créature forte, du mana si jamais voilà t'as besoin. Le mec en face a une dinguerie. Genre une marine de floraison par exemple, toi t'as besoin de 3 mana, bon hop tu lui voles. Et si t'as un permanent de chaque couleur dans les couleurs Mardou, boum ça te fait un up si t'es en galère. Parce que comme il n'y a pas forcément de sort de rampe dans le deck, le but c'est de jouer une carte de terrain par tour. Voilà, normalement il y a assez de piocheurs pour que ça passe, mais le but c'est, si t'as pas d'accélération, tu joues un terrain par tour, d'où l'utilité d'avoir dans sa main au départ un tour 1, tour 2, tour 3 ou au moins tour 2, tour 3, tour 4. Histoire d'être tranquille. Donc le vampire captivant, honnêtement, quand il est sur le champ de bataille, aïe aïe aïe, ouïe, ça vole. Ça vole des créatures et en plus ça les booste. En parlant de giga boost, le vampire Nocturnus, alors lui aussi, hein, oh les bêtises. Pour 4 t'as une 3-3, ce qui est pas forcément dingue. Tu vas en plus jouer avec le dessus de ta bibliothèque révélée. Donc chiant, puisque l'adversaire sait ce que tu as pioché. Mais si le dessus de ta bibliothèque est une carte noire, pas forcément une carte de créature, juste une carte noire, et bien lui et les autres vampires que tu contrôles gagnent +2/+1 et le vol. Crack broken les amis, évidemment il y a un nombre incalculable, une majorité de cartes noires dans le deck. Donc autant vous dire que ça peut faire très vite très mal. On a un autre lord sympa qui en plus de filer +1/+1 va filer l'initiative aux autres vampires que tu contrôles, lui-même ayant l'initiative pour 3. Stormkirk Captain. Il régale le boug. Un autre lieutenant, Legion Lieutenant, un autre lord. Alors lui pour Orzhov, les autres vampires que vous contrôlez gagnent +1/+1. Simple, rapide, efficace. On a quoi d'autre? On a aussi lui, tiens, l'aristocrate indulgent. Pour 1, t'as un lien de vie. Et si tu payes 2 et que tu sacrifies une créature, encore une fois, la créature que vous allez sacrifier à 99%, c'est le jeton qui va arriver avec le vampire que vous venez de lancer. Et bah c'est simple, tu mets un marqueur +1/+1 sur chaque vampire que tu contrôles. Voilà comment booste efficacement les créatures que vous contrôlez. Le baron Markov, parce que damn son, qu'est-ce qu'il est fort, il a la convocation. Donc c'est soit 3 pour une 2-2, soit convocation, il coûtera quand même 3. Il a le lien de vie, les autres vampires que vous contrôlez gagnent +1/+1. Et en plus de ça, il a la folie. Bon, la folie en vrai, à moins que vous jouiez contre des decks très spécifiques, ici, il n'y a pas de x-MC, il n'y a pas de quoi se défausser, donc aux F tiers. Mais juste la convocation, genre vraiment, c'est une dinguerie comme le baron Markov peut arriver plus vite que prévu. Et bien pump les petits copains. On va avoir également la vampire mondaine pour Rakdos, 2 pour une 2 de menace. Quand elle est sur le champ de bataille, si un adversaire a perdu des points de vie ce tour-ci, tu mets un marqueur +1/+1 sur chaque autre vampire que tu contrôles. D'où l'intérêt d'avoir un petit tour 1 quand même, histoire de. Et tant qu'un adversaire a perdu des points de vie ce tour-ci, chaque autre vampire que vous contrôlez arrive sur le champ de bataille avec un marqueur +1/+1 supplémentaire sur lui. Donc soit t'as fait des dégâts avant, quand elle arrive ça pump tout le monde, soit elle est là,
on va dire qu'elle a la menace, donc c'est plutôt elle qui va s'amuser à faire des dégâts. Et les vampires que ensuite tu vas jouer auront un marqueur +1/+1 sur eux. Évidemment, ça compte aussi pour le token d'Edgar Markov. Donc la vampire mondaine, honnêtement, c'est une Unco, mais c'est une Unco qui en fait des choses. Edgar Markov par-ci, Edgar Markov par-là. Et oui, il était prêt à se marier avec Olivia. Le petit Edgar, regardez comme il est enchanté, se marier. 4 pour une 4-4. Les autres vampires que vous contrôlez gagnent +1/+1. Et si jamais il meurt, eh bien, il ne passe pas par la carte, par la case cimetière et c'est finito pipo. Non, c'est un jeune et bel et faible qui va se marier. Du coup, il se transforme et ça devient un artefact légendaire. Au début de ton entretien, tu crées un jeton de copie, de créature 1/1 blanche et noire vampire avec le lien de vie. Tu mets un marqueur ligné sur le cercueil d'Edgar Markov et ensuite il y a au moins 3 marqueurs lignés. Tu les retires et pouf, il revient en tant que Edgar, Marie Enchantée. Bon, c'est un vampire, on peut dire qu'il est plus ou moins immortel. Bon, après, s'il se prend un coup d'exil ou si l'artefact légendaire est pété, bon là c'est finito pipo. Mais dans l'idée, on a une carte qui s'auto-récursionne et qui en plus va pump les autres petits copains. On va avoir également de quoi protéger, sauvegarder les autres vampires. Le sergent de la Légion du Crépuscule propose ceci, 2 pour une 2 de menace. Si tu payes 2, que tu le sacrifies. Chaque vampire non jeton que tu contrôles acquiert la persistance. Donc la persistance, quelle que c'est quand elle meurt, si elle n'a pas de marqueur -1/-1 sur elle, tu la renvoies sur le champ de bataille avec un marqueur -1/-1 sur elle. Donc ça te permet de tanker une vrasse, notamment. Alors oui, tu perds tes tokens, c'est vrai. Mais si par exemple tu avais 3 ou 4 vampires, on vous le rappelle, c'est la qualité qui compte et pas la quantité, eh bien Osef de perdre 3 ou 4 jetons, vaut mieux que tes 4 belles cartes sur le champ de bataille avec leurs effets qui restent, quitte à te manger un petit marqueur -1/-1. En vrai, très vite tu vas mettre des marqueurs +1/+1 dessus, donc voilà, pas de galère. Lui, très très sympa, on l'apprécie beaucoup, le sergent de la Légion du Crépuscule. La magnifique Amalia Benavidez Aguirre. Alors je prononce très très mal, je pense qu'il y a un côté latin, mais désolé, je ne l'ai pas. 2 pour une 2/2 parade, payez 3 points de vie. Et à chaque fois que vous gagnez des points de vie, Amalia va explorer. Et on va détruire ensuite toutes les autres créatures si sa force est exactement de 20. Alors on va pas se le cacher, on gagne des points de vie. C'est pas le truc principal, mais vous l'avez vu, il y a quand même pas mal de moments où vous avez des jetons qui ont le lien de vie ou des créatures qui ont elles-mêmes le lien de vie. Ce qui est cool, c'est surtout pour sa partie pioche dans un premier temps avec l'exploration. Le fait de pumper cette créature et le côté, bon voilà, quand elle a 20, tout explose, on n'y arrivera pas. Spoiler alert, on n'y arrivera pas, mais c'est pas le but. Le but, c'est le côté pioche, destruction. On va avoir aussi Kalitas, Trader of Gate, 4 pour une 3-4 lien de vie. Lui, il est très stylé parce que j'ai dit que, voilà, j'avais pas des choses qui permettaient de doubler les tokens ou les tripler même. En blanc, il y a le dieu d'Ixalan qui permet de tripler. Il n'y a pas ça, mais Kalitas, il est rigolo. Parce que chaque fois qu'une créature non token, non jeton qu'un adversaire contrôle meurt, en fait, il est exilé à la place. Et toi, tu vas créer un jeton de 2 zombies. C'est pas un vampire, je le sais bien, mais ça permet d'avoir un peu plus de consistance sur le board. Et en plus de ça, si tu payes 3, tu sacrifies un zombie en priorité. Là, pour le coup, c'est les zombies qu'il faut prioriser parce que il n'y a pas de quoi, il n'y a pas de lien zombie-vampire. C'est vraiment que les vampires qui sont importants dans le deck. Donc tu vas sacrifier un zombie et tu vas mettre 2 marqueurs +1/+1 sur Kalitas. Voilà, ça tu peux le faire n'importe quand. Il n'y a pas besoin d'engager Kalitas. Donc si tu as 6 mana, tu peux le faire 2 fois. Si tu as 2 zombies, du coup il va gagner +4/+4. Bref, Kalitas, très très sympathique pour grossir entre guillemets son board. Et en plus de ça, si je l'ai mis aussi, c'est pour empêcher les autres adversaires d'avoir cette récursion. Parce que les créatures seront exilées. Donc pas de shenanigans, ça contre les decks sacrifices, c'est un bonheur. On va avoir quand même les points de vie, tout ça, je dis qu'il n'y en avait pas, mais il y en a quand même un peu. On a le Conquérant assoiffé de sang qui est une masterclass ultime. Honnêtement, cette carte est totalement débile et dès que vous la voyez, alors déjà quand vous jouez Edgar Markov, vous êtes la cible. Ça, il n'y a pas de monde où vous n'êtes pas la cible. Mais en plus, quand vous avez ça, oh là là, il faut... On veut vous abattre. On veut vous abattre sur le champ. 5 pour une 5-5 vol contact mortel. Déjà, on est plutôt pas mal. Et à chaque fois qu'un adversaire perd des points de vie, vous gagnez autant de points de vie. Voilà. Que dire de plus? Cette carte est totalement débile. On a évidemment Vito qui va avec. Alors, c'est un combo.
Parce que lui dit à chaque fois que vous gagnez des points de vie, l'adversaire ciblé perd autant de points de vie. Et si l'adversaire ciblé perd des points de vie, nous on en gagne autant. Donc si on en gagne, eh bien on fait des dégâts. Si l'adversaire perd des points de vie, on en gagne. Bref, c'est le combo. C'est le seul combo du deck, je crois. Et moi je suis pas très fan de combo. Donc en vrai, je pense que même si j'ai les deux, jamais je le jouerai. Mais voilà, Vito, au-delà du conquérant soifé de sang, il est très rigolo. Puisque quand on gagne des points de vie, eh bien on en fait perdre. Et le petit plus, c'est que pour 5, toutes les créatures que tu contrôles ont lien de vie jusqu'à la fin du tour. Voilà, donc ça c'est marrant. Je dirais pas que c'est une autre condition de victoire parce que je déteste jouer combo, parce que je déteste perdre face au combo. Genre vraiment ça m'horripile, donc je ne le ferai pas. Mais si vous ça vous chauffe, sachez que le combo existe et qu'il y a d'autres choses aussi que j'ai pas mis, mais les enchantements, vous savez, Exclusive Blood, etc. Si vous voulez les rajouter, évidemment, allez-y en commentaire. N'hésitez pas à me dire s'il y a des cartes que vous trouvez plus intéressantes que d'autres, s'il y a des choses qui paraissent plus fortes que d'autres. Vraiment en commentaire, éclatez-vous à me donner votre avis. Je n'ai pas la science infuse, ça c'est mon deck que j'ai concocté maison et qui m'a pris des jours et des jours et des jours et qui est très agréable parce qu'on peut y jouer vraiment, on peut jouer sur le long terme. C'est pas genre tu chies tout, tour 3, t'as plus rien en main, t'as plus de quoi piocher. Allez, c'est fini, tu regardes les autres. Et non, là on peut vraiment s'amuser longtemps avec ce deck. Vampire Dominatrice. Alors ça c'est le bonbon. C'est le bonbon, pour toi tu as une 3-3, quand tu arrives sur le champ de bataille, tu prends le contrôle d'une créature ciblée avec une valeur de mana inférieure ou égale au nombre de vampires que tu contrôles jusqu'à la fin du tour, tu dégages cette créature et il y a là en plus la célérité. Ça j'avoue, c'est le bonbon. Ça permet d'aller voler pourquoi pas une grosse créature, d'attaquer avec et ensuite de le sacrifier. Et oui, on peut sacrifier ce petit bonhomme qu'on vient de voler à son adversaire, puisque vous l'avez vu, il y a pas mal de cartes qui disent sacrifier, 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 sacrifier. Et donc on va pas gâcher un de nos vampires. On va sacrifier la créature de l'adversaire, c'est quand même vachement plus coubertin cette histoire. Clavileno, le big boss, il est premier parmi les bénis et bordel, qu'est-ce qu'il est fort, 3 pour une 2-2, c'est faible. Mais alors, son texte, à chaque fois que vous attaquez un vampire attaquant ciblé qui n'est pas un démon devient un démon, et il acquiert quand cette créature meurt, tu pioches une carte et tu crées engagé un jeton de vampire, vampire démon d'ailleurs, 4-3 blanches avec le vol. C'est turbo broken, ça honnêtement, quand ça arrive à rester en vie. Ça permet de piocher, ça permet d'avoir une 1-1 qui se transforme en 4-3 vampire démon vol. Bref, Clavileno, il est très très fort. Drana, la dernière chef de sang, une créature que j'aime beaucoup qui permet de faire de la récursion. 5 pour une 4-4 vol. Quand elle attaque, le joueur défenseur choisit une carte de créature non légendaire dans ton cimetière. Tu renvoies cette carte avec un marqueur +1/+1 supplémentaire. Et c'est un vampire. Bon, nous, c'est un vampire quoi qu'il arrive. Mais ça permet d'avoir des cartes chouettes qui reviennent sur le champ de bataille. La plupart de mes decks ont beaucoup de créatures légendaires. Pour pas dire quasiment que des créatures légendaires. Là, dans le deck vampire, il y en a beaucoup qui ne sont pas légendaires et qui ont des effets très chouettes. Donc voilà, ça permet de se mettre bleu doux et de forcer l'adversaire à choisir de cruels dilemmes. En continuant sur la récursion, la prêtresse des inféconds de l'oubli à jouer rapidement. Si jamais, voilà, tag de mana, c'est les premiers tours, let's go là-dessus, ça la menace et le lien de vie. Donc tu touches, tu connectes, tu gagnes des points de vie, c'est plutôt chouette. En revanche, quand on est sur du late game, c'est très intéressant puisqu'il y a de la récursion. Au lieu de payer 2, vous payez 6 au global et ça permet de revenir sur le champ de bataille une carte de créature ciblée depuis ton cimetière. N'importe quelle créature. Donc autant vous dire que ça peut faire des chocs à pic. Littéralement. La reine, la seule et l'unique. On avait le marié enchanté et là on a la mariée écarlate. Olivia, 6 pour une 3-4 vol célérité, c'est pas très fort. Hein. Oui, c'est pas très fort, on est d'accord, mais son texte est fou. Puis chaque fois qu'Olivia, la mariée écarlate, attaque, tu renvoies sur le champ de bataille engagé et attaquante une carte de créature ciblée depuis ton cimetière et elle acquiert quand vous ne contrôlez pas de vampire légendaire, tu exiles cette créature. Autant te dire que c'est un outil fort, efficace, grâce au vol notamment. Si elle n'avait pas le vol, ça serait éclaté au sol. Mais là, le fait qu'il y ait la récursion te permet d'attaquer sans trop te prendre la tête. Et en plus de ça, de faire revenir un vampire qui attaque. Au pire, il se casse les dents, c'est pas grave. Tu pourras réattaquer et le remettre en place. Il y a les ETB qui comptent. Bref, Olivia, je la trouve excellentissime. Certes, elle coûte 6. Mais encore une fois, je vous assure que vous pourrez la jouer. Une carte qui est arrivée également avec Fondation, la chasseuse de la haute société. Très belle carte. Hein. Pour 5, tu as une 5-3 vol. À chaque fois que cette créature attaque, on peut sacrifier une créature. Et si on fait ça, on met un marqueur +1/+1 sur cette créature. En vrai, c'est pas trop le bail. Moi, je l'utilise pas trop pour la pumper. Je l'utilise surtout pour son autre partie de texte qui dit à chaque fois qu'une autre créature non jeton meurt, piochez une carte. Et ça marche aussi sur les autres créatures, pas les vôtres. Enfin, pas que les vôtres. Ouais, c'est très peu franc, c'est ce que je viens de dire, il me semble. Bref, la chasseuse, je la trouve stylée, je la trouve forte. Ça peut être pumpé en mode surprise. Ça peut vous faire piocher à l'infini. Bref, on adore. Petit tour 1 qui permet de piocher. Vous l'aurez compris, on a transitionné sur la pioche. La combattante Falkenrath. 1 pour une 2-1.
Alors ce qui est embêtant c'est que tu démarres avec du rouge, donc on préfère démarrer avec du noir la plupart du temps ou du blanc. Le rouge c'est un peu enquiquinant mais bon, voilà, ça a le mérite d'être là. Si tu payes 2, tu défausses une carte, tu sacrifies un vampire, tu pioches 2 cartes. Et tu le fais que si un adversaire a perdu des points de vie ce tour-ci. Tu peux le faire tour 2, puisque tour 1 tu vas jouer ta 2-1. J'imagine que tout le monde sur le playgroup n'aura pas une créature dès le premier tour. Et si tu veux, paf, tu pourras faire ça et piocher 2 cartes. Bon, c'est sympa parce que c'est un tour 1 qui peut être fort, qui permet de piocher. Donc, en plus de ça, il n'y a pas besoin de l'engager, cette combattante Falkenrath. Donc même si vous l'avez plus tard dans le game, eh ben pour 3 et sacrifier le vampire que la combattante fait apparaître grâce à Edgar Markov, vous pourrez piocher 2. Et en plus avoir la combattante. 1 pour la combattante, 2 pour la défausse. Si tant est que vous arrivez à faire perdre des points de vie. Mais en vrai, c'est pas très difficile normalement. À 4, quand vous jouez vampire, normalement ça passe. Vous arrivez quand même à faire quelques petits dégâts à droite à gauche. On va avoir encore au niveau pioche le zélateur de la Légion du Crépuscule. 2 pour une 1. Quand tu arrives sur le champ de bataille, bah, tu pioches une carte, tu perds un point de vie. Bon alors, rapide, simple, efficace, pas grand chose d'autre à dire. La vampire accueillante, on l'adore. 3 pour une 2-3 vol. Et quand une ou plusieurs créatures avec une force de 2 ou moins arrivent sur le champ de bataille, tu pioches une carte. Ça ne trigger qu'une seule fois. C'est vrai que j'aurais voulu que ça trigger à l'infini. Et là, mon pote aurait, mais alors, pioché. Bon, la carte, si c'était le cas, elle serait à, je sais pas, 15, 20 ou 30 balles. Là, c'est une seule fois par tour. Le bémol, c'est que on ne crée pas de jetons durant le tour de l'adversaire, durant les tours des adversaires. Donc c'est vrai que ça limite la puissance du vampire accueillant. Mais si tu le fais, si tu l'as tour 3, que tu joues tour 3 et que voilà, bah, tu arrives à jouer 10-12 tours, tu auras pioché quand même au global 7 cartes. C'est pas dégueu, elle vole, ça permet de connecter, etc. etc. Le prêcheur du schisme, 2 en 1, le monsieur... 3 pour une 2-4 contact mortel. Quand il attaque le joueur qui a le total de points de vue le plus élevé ou qui partage le total de points de vue le plus élevé, tu crées un jeton 1-1 blanc vampire avec le lien de vie. Et si c'est toi qui as le total de points de vie le plus élevé ou que tu partages, par exemple 40 points de vie avec quelqu'un d'autre, eh bien tu vas piocher une carte et perdre un point de vie. Le prêcheur du schisme, j'aime bien, il est polyvalent. En plus, elle a le contact mortel. Elle ne coûte que 3, elle a un beau body. On prend tous les jours. Une carte que j'adore. Mais qu'est-ce que j'adore cette carte, la prophétesse du crépuscule. 4 pour une 2-4, elle a le vol et l'ascension. Si t'as 10 permanents, du coup, tu récupères cette magnifique cette sorte de permanent, l'agrément de la cité qu'on peut pas t'enlever pour le coup. Et quand tu as ça, et autant vous dire que c'est très facile d'avoir 10 permanents avec quand tu joues vampire, avec Edgar, et bien au début de l'entretien, tu révèles la carte du de la bibliothèque, tu la mets dans ta main, donc ça permet de piocher une carte supplémentaire, on va dire. Et chaque adversaire va perdre X points de vie, tu gagnes X points de vie, c'est le coût converti de mana de la carte. Donc la prophétesse du crépuscule, si elle arrive à durer un tour, c'est le feu. Le patron des veines, alors lui, il est dans la destruction, il est dans le marqueur. Quand tu payes ici, c'est une 4-4 vol, il arrive sur le champ de bataille, tu détruis la créature ciblée. Donc comme ça, tu t'enlèves une menace, et quand une créature qu'un adversaire contrôle meurt, tu l'exiles. Ok. Tu l'exiles, genre pas de tant pis pour toi, tu pourras pas la jouer après, mon cher ami, cher collègue, cher adversaire. Et tu mets un marqueur +1/+1 sur chaque vampire que tu contrôles. Donc en fait pour 6, t'as en vrai une 5-5 vol qui exile la créature que tu viens de tuer et qui va buffer tous tes vampires. C'est fort, on adore. Dans le même délire, pour 3, on a le porteur de la loi impitoyable de Croise Tonnerre. 3 pour une 3-2, donc belle stat. Quand il arrive sur le champ de bataille, tu peux sacrifier une autre créature. Le jeton. Eh oui, le jeton qui arrive avant. Tu détruis un permanent non terrain ciblé. Oméga fort, c'est une justification en mieux. Puisque ça te fait une créature en plus, dans l'idée. Donc, Crack Broken, mec, le porteur de la loi impitoyable, c'est un must-have impératif en début de game, en fin de game. Quand il y a un artefact relou, quand il y a un enchantement relou, quand il y a quoi que ce soit de relou, le porteur de la loi est là pour faire le boulot. Peut-être un des meilleurs tours de qu'on puisse imaginer, même si ça staxe légèrement, même si ça enquiquine vos adversaires. Le conquérant charismatique, 2 pour une 2-2 vigilance. Encore une fois, les stats sont très bonnes. On remercie Xalan de nous avoir régalé. À chaque fois qu'il y a un artefact ou une créature arrive sur le champ de bataille dégagé sous le contrôle d'un adversaire, il peut engager ce permanent. S'il ne le fait pas, vous créez un jeton de créature 1-1 blanc avec le lien de vie. Donc là, votre adversaire, il a le choix. Soit il accepte d'être ralenti. Et dans ces cas-là, vous ne créez pas de vampire supplémentaire. Soit c'est important pour lui que les choses arrivent dégagées. Et dans ces cas-là, vous allez créer un vampire 1 lien de vie. L'avoir tôt dans la partie, en vrai, c'est un bonheur. C'est un bonheur parce que c'est vraiment une créature. C'est pas genre il lance un sort chaque fois qu'il y a une créature qui arrive. Genre par exemple un token. Ça marche sur les jetons. Jetons trésor, jetons chat, gobelin, humain, ce que vous voulez. C'est vraiment, vraiment très, très cool. Et en parlant de stacks,
Il y en a une qui en fait des bêtises, c'est Drana et Linvala bien sûr. 4 pour une 3-4 vol vigilance. Les capacités activées des créatures que vos adversaires contrôlent ne peuvent pas être activées. Donc désolé pour les elfes de la Noire, etc. C'est mort, hein. C'est mort chacal. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas engager ton elfe et créer du mana. Donc ce qui est chouette parce que la plupart du temps, quand il y a des choses qui bloquent, ça bloque pas, on va dire, les capacités de mana. Ça, c'est le truc un peu laissé en mode non, mais c'est chiant les terrains, c'est chiant le mana, donc on n'y touche pas. Drana et Linvala s'en foutent, littéralement. Et en plus de ça, eh bien, Drana et Linvala auront toutes les capacités activées de toutes les créatures que vos adversaires contrôlent. Et en plus, on peut dépenser du mana de n'importe quelle couleur pour activer les capacités. Bref, c'est très très chiant pour les adversaires et turbo fort pour nous. C'est dommage que ça soit pas tous les vampires qui possèdent les capacités activées. Mais bon, on va pas se plaindre, c'est déjà un outil assez relou de Stax. On a fait le tour des créatures, il y en a plus d'une trentaine, bien évidemment, puisqu'on veut qu'Edgar trigger à balle. Donc avoir entre 30 et 40 vampires, je pense que c'est le minimum. On va passer aux colères. Comment on fait pour détruire les créatures adverses? Eh bien, on essaye de proposer des vrasses qu'on appelle unilatérales, qui vont pas trop vous toucher vous et qui vont surtout enquiquiner les adversaires. Everything comes to dust. Quelle carte de fou malade à mettre dans tous les decks où il y a des jetons et où c'est blanc. Car pour 10, c'est cher, mais la vérité, c'est que vous avez la convocation. Et ça dit qu'on exile toutes les créatures, excepté celles qui partagent un type de créature avec eh bien une créature qui a convoqué ce sort. Donc comme je n'ai que des vampires, je convoque avec les vampires, je vais exiler toutes les cartes de créatures excepté les vampires. On exile tous les artefacts et tous les enchantements, mais comme j'ai dit tout à l'heure, on n'a pas beaucoup d'enchantements, on n'a pas beaucoup d'artefacts, et nous ce qu'on veut c'est que les vampires tabassent. Donc vraiment cette carte-là, quand vous jouez token tribal notamment, c'est de la frappe les gars. C'est trop fort. On va voir aussi le crépuscule et l'aube. On détruit toutes les créatures de force supérieure égale à 3. Car parfois, avant d'être pimp, nos créatures n'ont que 1 de force. 2 de force. Voilà. Il y en a beaucoup qui n'ont que 2 de force. Du coup, c'est pas très gênant de tuer tout ce qui a 3 ou plus. Et en plus de ça, quand tu es dans le cimetière, tu peux payer 5 et renvoyer toutes les cartes de créatures de force égale ou inférieure à 2 du cimetière dans la main. Ce qui permet ensuite de les rejouer et de retrigger Edgar Markov. Comme ces cartes-là coûtent normalement 1 ou 2 dans l'idée, ça te permet, voilà, quand tu es au tour 6, j'imagine, hein, tour 5 tu as joué l'aube, tour 6 tu as 6 mana, ça te permet de jouer 2, 3, 4 cartes et de pondre eh bien, entre 4 et 6 créatures au global. Si tu joues 2 créatures, tu as 2 jetons, si tu joues 3 créatures, tu as 3 jetons. Je trouve ça très fort. Split up, alors split up mon ref. Oh c'est fort. Oh c'est fort. Oh c'est fort, pour 3 tu détruis toutes les créatures d'étape ou toutes les créatures tapent. Autant te dire que ça tu fais. Allez, j'attaque avec tout le monde. Voilà c'est bon, il s'est passé ce qui s'est passé. Boum, j'ai détruit toutes les créatures d'étape et dinguerie. Ou l'inverse, si jamais vous avez des adversaires qui sont très agressifs, eh bien avant de phase d'attaque, vous détruisez toutes les créatures qui sont engagées. Après c'est l'autoroute, c'est le boulevard. Split up, c'est trop fort. Trop fort, j'adore cette carte. Il y a une vrasse qui coûte 3 comme déluge toxique. On adore, d'ailleurs pas de déluge toxique dans ce deck, mais il aurait pu voir le jour, très clairement. On va prendre un autre rituel et on va gérer la thématique des vampires de cette manière-là. On va même l'embrasser, on va la croquer à pleines dents, puisque New Blood vous permet pour 4 et le fait d'engager un vampire que vous contrôlez, un vampire dégagé évidemment que vous contrôlez, de prendre le contrôle de la créature ciblée. Et ça devient à la place un vampire. Donc on est vraiment dans la thématique d'un vampire qui est mort. Vous n'êtes plus humain, vous vous transformez en vampire. Là c'est la même chose. Du coup vous pouvez vous amuser à voler un commandant. Vous pouvez vous amuser à voler la plus grosse menace, une créature qui a le vol, peu importe. Et le petit plus, hein, c'est qu'en plus ça devient un vampire. Donc ça veut dire que s'il y a des trucs qui boostent les vampires, ça marche. Bref, vous savez comment ça fonctionne. New Blood, c'est excellentissime. Chuchotement nocturne. Voilà. C'est une terreur nocturne pour 2. Tu pioches 2 cartes, tu perds 2 points de vie. Simple, efficace. Que dire de plus, hein. Il faut piocher dans le deck, hein. Donc on a de quoi piocher. Siphonner l'esprit, c'est une carte qui est tout le temps là, quasiment quand je joue noir. Pour 4, chacun des autres joueurs se défausse d'une carte, donc grosso modo les adversaires quoi. Et tu pioches une carte pour chaque carte défaussée de cette manière. Donc pour 4, tu as fait défausser 1 à chaque joueur et toi tu as pioché 3. La plus-value est quand même assez terrible. Justification pourquoi? Parce que c'est une carte que j'adore. C'est peut-être pas la carte la plus forte. Je sais que y a une carte qui permet d'exiler un permanent. Je crois que c'est un permanent non terrain ciblé et tu perds 3 points de vie. Ok, mais
Je préfère Justification. C'est une de mes cartes préférées à l'époque quand c'était sorti. J'étais en mode waouh, c'est quoi cette dinguerie? Je me souviens, j'étais au collège et j'étais en mode mais en plus la carte est trop belle. Regardez le logo. C'est pas Apocalypse, il me semble, le logo. Peut-être je dis des bêtises, mais je crois que c'est ça. Le logo, il est magnifique. Ce masque là qui est sublime ici. Non, vraiment, j'adore. J'adore de A à Z. Je sais que c'est une carte qu'on peut remplacer, mais moi, c'est une carte coup de cœur. Vous en avez aussi qui, quoi qu'il arrive, sont indéboulonnables. Et ben, dès qu'il y a du Hearts-Off, j'avoue que Justification est souvent présente. En plus, regarde le flavor text. Ne pleurez pas sur moi, je suis mon destin. Gérard Capachen qui te dit ça, mec, c'est une folie furieuse. Une folie furieuse. On va s'amuser aussi à réanimer. Bah oui, il y a un peu de récursion dans les decks vampires. Vous savez, les decks... Enfin, les vampires sont immortels. Et de temps en temps, bah, si les vampires sont pas immortels, dans le cimetière des autres, il y a toujours de quoi s'amuser. Donc on va aller piquer 2-3 petits trucs. C'est pas des vampires, c'est pas grave. Ça fait plaisir, une petite réanimation. Pour 1 mana, on ne crache jamais dessus. On va passer aux éphémères avec une petite messe noire. Parce que voilà... pas de rampe, il est vrai, mais un coup de boost, hein, une explosivité de temps en temps, ça fait pas de mal. Donc on se prend un petit Dark Ritual des familles, ça paye pas de pain, ça mange pas de mine. On va avoir la dernière carte qui est arrivée via Plane justement aujourd'hui. Le Clever Concealment, c'est peut-être pareil quand vous avez beaucoup de créatures sur le champ de bataille, un moyen de protection ultime. Certains préféreront évidemment la protection de Teferi parce que c'est vraiment le truc le plus goldé de la planète Terre. Mais ça coûte 3 alors que le Clever Concealment, littéralement, ça peut vous coûter 0 à part des créatures que vous avez, puisque Convocation et n'importe quel nombre de permanents non-terrain passe en mode phase out, passe en mode hors phase. Donc c'est quand même très très fort. Alors si vous avez peu de points de vie, c'est enquiquinant, surtout s'il reste encore 2 adversaires derrière vous. Mais grosso modo, ça c'est pour protéger d'une vrasse dans l'idée, ou d'un sort très chiant qui cible un ou deux de vos permanents que vous voulez absolument garder. Clever Concealment, c'est vraiment broken. Pour la protection, on a aussi un charme de Boros. Alors vous avez le choix, un classico-classique, 4 dégâts sur Planeswalker ou joueur. Les permanents que vous contrôlez deviennent indestructibles jusqu'à la fin du tour, c'est souvent ça qu'on va privilégier. Ou alors la créature ciblée va gagner la double initiative. Double initiative, c'est beaucoup plus anecdotique, on va pas se le cacher. Nous on prendra souvent pour 2, les permanents sont indestructibles. On continue pour 2 dans la protection avec Tout le monde est en vie de Doctor Who. Pour 2 en éphémère, toutes les créatures acquièrent la défense talismanique et l'indestructible jusqu'à la fin du tour. Tous les joueurs acquièrent la défense talismanique jusqu'à la fin du tour. Les joueurs ne peuvent pas perdre de points de vie ce tour-ci. Et les joueurs ne peuvent pas perdre ou gagner la partie ce tour-ci. Ça pour 2, c'est une carte qui est tellement peu jouée qu'on est en mode sous-côté. Et pareil, normalement on s'attend à une protection de Teferi pour 3. Et bien là pour 2, c'est à peu près la même chose. Ça vous permet de tenir un tour. Et pourquoi pas de renverser la vapeur. Alors oui, même si ça touche également toutes les autres créatures, vous pouvez décider de l'utiliser de manière politique, un peu comme les autres sorts genre justification, etc. Ou le porteur, là, le vampire qui détruit un permanent en sacrifiant. Là c'est le même principe, ça permet en politique de dire bon écoutez les gars, je joue pour la team, je vais détruire le permanent qui nous emmerde le plus. Donc je ne suis pas la menace les gars, ok, je vais Markov, mais vous voyez bien que je fais un effort et je fais un pas vers vous. Là c'est pareil pour Tout le monde est en vie. Il y a un monde où tu peux t'éclater avec et papoter avec les joueurs à la table. Parce que quoi qu'il arrive, il faudra papoter avec les joueurs à la table. Je le rappelle, vous serez toujours la cible à leurs yeux. Le grand numéro, une carte que j'adore en multi, ça c'est pareil quand c'est noir, le grand numéro. Pour 6, tu détruis 2 créatures, mais la vérité c'est que ce sort coûte 1 de moins à lancer pour chaque adversaire. Donc si vous êtes 3 à la table, ça coûte que 3. Si vous êtes 5 à la table, ça ne coûte que 2. Et si vous êtes 6 à la table, eh bien ce sort pour 1 mana noir détruit 2 créatures ciblées. On s'en fout des artefacts, de la couleur, etc. Bam, ça dégage. On a un petit retour au pays parce qu'il faut quand même gérer les créatures. Parfois on a envie de connecter, donc il faut malgré tout avoir de quoi détruire des créatures. Ça c'est le classique. On va avoir dans sa version la plus sublimissime alors c'est Rite du village, si je dis pas de bêtises en français. J'ai peur de dire des bêtises mais je crois que c'est ça. La carte dit pour un mana noir tu sacrifies une créature, tu pioches 2 cartes. Donc par exemple quand vous jouez avec vous savez le vampire rouge qui vient chaparder une créature, je l'ai fait. En plus derrière vous jouez ça permet de détruire la créature de votre adversaire et de piocher 2 cartes. C'est un véritable délice. Dispute mortelle dans le même délire. Pour 2, tu vas sacrifier en plus une créature ou un artefact et tu vas piocher 2 cartes et créer un jeton trésor. Et oui, on rampe comme on peut de la manière la plus intelligente possible, on va dire. Donc, il y a ceci qui est en place. Le pince-crâne, pour piocher, est-ce que j'ai besoin de vous expliquer? Je pense pas, hein. Le jeton là, le 1-1 vampire d'Edgar, on va le béner.
Et ça va nous permettre de piocher de cartes qui nous intéressent bien plus. L'idole de l'oubli, très très fort également quand il y a des jetons. Grosso modo, quand tu joues tour 2, tu pioches tout le temps. À chaque tour, tu es sûr de piocher une carte. C'est très fort. Et pour 8, si tu le sacrifies, tu crées un jeton de créature 10-10, incolore Eldrazi. Donc en fin de game, quand tu es au max et que tu as plutôt besoin d'un gros strum pour mettre la pression, eh bien l'idole de l'oubli va faire ce travail-là. Alors ça, mais qu'est-ce que c'est fort! Je vous ai dit, hein, je voulais pas jouer des cachets, des machins, des bidules, ça me gonflait. Je trouvais que ça rentrait pas dans l'idéologie d'Edgar Markov. Mais l'Archaeomancer's Map, les gars, oh, mais c'est une folie ce truc. Pour 3, tu vas chercher 2 terrains de base, des plaines, hein, depuis ta bibliothèque dans ta main. Et à chaque fois qu'un terrain entre sur le champ de bataille sous le contrôle d'un adversaire, si cet adversaire a plus de terrain que vous, tu peux mettre une carte de terrain depuis ta main dans le cimetière. Je vous l'ai dit, Edgar Markov ne rampe pas. Il y a plus de jetons trésor que de rampe. Donc en fait, quand tu as cette carte-là, tour 3, tu es quasiment assuré pendant 1-2 tours, tu vois, dans cette idée-là, eh bien de rattraper ton retard en claquant des doigts. Et si tu as trop de terrain, bah ça tombe bien. L'Archaeomancer's Map va te permettre eh bien, de les poser parce qu'on le sait, dans un playgroup, il y a toujours un mec qui va jouer vert, qui va jouer culture, ou alors qui va tout simplement avoir plus de terrain que toi et qui va fetch, ce qui fait qu'il aura plus de terrain une fois avec ce fetch et une deuxième fois avec le terrain qui arrive. Bref, je trouve que cette carte est beaucoup trop forte et hyper intelligente. Ça va écrémer ton deck en allant récupérer les deux plaines. Non, vraiment, c'est de la frappe. C'est vraiment de la frappe. Un artefact, une fois n'est pas coutume, qui va ramp. Le caillou, bannière en patchwork, ça fait partie de ces cartes qui sont quand même chouettes parce que c'est un artefact, on va dire, lieutenant, un lord, puisque tu vas dire que les vampires vont gagner +1/+1, il sera toujours un mana de la couleur de ton choix. Donc bannière en patchwork a toute sa place. Le meilleur enchantement tour 1, Legends Landing, ça fait pop, un vampire, 1/1, lien de vie, et si tu attaques avec 3 créatures, tu le transformes, ça te fera soit un mana blanc, soit pour 3 tu l'engages, ça te fait un token 1/1 vampire, lien de vie. Voilà, simple et efficace. Hopelé, on va avoir la part du contrebandier pour mettre des jetons trésors ou pour piocher. Donc ça c'est pareil pour 3, je trouve que c'est crack broken. Les problèmes viennent par 2 qui est peut-être le meilleur enchantement pour piocher ever. Ça contre les tours supplémentaires. Si l'adversaire attaque avec au moins 2 créatures, pioche deuxième carte, lance son deuxième sort, tu pioches. C'est vraiment trop fort. On va créer des tokens avec les doigts baladeurs qui vont en plus permettre à une créature d'avoir la menace. Donc on va avoir une capacité d'évasion. Et en plus quand la créature enchantée meurt, tu pioches une carte pour un mana rouge. Les gars, c'est débile comme c'est fort. Sticky Finger, c'est un truc de fou. J'adore cette carte. Et enfin, je sais pas si je la garde celle-là, la dîme étouffante que vous connaissez par cœur. À chaque adversaire pioche une carte, il paye 2. Il peut payer 2. S'il ne le fait pas, on met un jeton trésor. C'est trop violent. Enfin, je sais pas si je la garde parce que je trouve que c'est vraiment très violent. Mais encore une fois, j'ai pas de rampe. Donc je me dis que c'est fair de poser ça. Tu vois, ça contrebalance le fait qu'on n'a pas d'accélération. Voilà. Je me dis ça. Après j'ai tort, je sais pas. Mais je trouve que c'est moi dans mes decks le seul endroit où je peux la mettre. Parce qu'après, tous mes decks ont de la rampe et tout. Donc ça, je trouve qu'après, c'est un peu pas fair. Tu vois, je trouve ça pas très fair play. Lui, je pense que c'est ok. Et enfin, les terrains. Un Triome, voilà, quel recyclage. Phyrexian Tower, parce que des créatures, on en a quand même quelques-unes qu'on peut sacrifier. Minas Tirith, parce qu'on peut piocher. Souvent, on attaque avec plus de 2 créatures. Voilà. Le château de Dracula, on est dans la thématique, même si on perd un point de vie. Ça permet de dépenser du mana de la couleur qu'on veut. Puis on crée des jetons Blood. Bon, les jetons sang, on s'en fout un peu, mais j'aime bien la thématique. L'autre château qui permet, eh bien, pareil, de piocher. Et de perdre des points de vie sur le nombre de cartes qu'on a en main. Tour de commandement, parce que faudrait vraiment être fou pour ne pas mettre une tour de commandement. Ah tiens, j'ai pas vu, c'était pas la même sleeve, tiens. Ok, je mets ça de côté. Le tour de commandement parce que c'est trop fort. Pass of Ancestry qui permettra de mettre un mana de la couleur de l'identité de votre commandant. Et si vous jouez un vampire, vous aurez en plus le Scry 1, donc ça c'est super fort. Un Enclave Territory, mana de la couleur que vous voulez pour jouer des sorts de créatures choisies. Spoiler alert, le vampire. Idem avec la cour retirée, sauf que ça marche aussi pour les capacités d'une créature ou d'une carte de créature de type choisi. Donc c'est ça, voilà, Unclaimed Territory, mais en mieux, qu'on avait vu grâce au ninjutsu, notamment de Kamigawa non Dynasty. Hein. La caverne des âmes, pour que les joueurs bleus ne puissent pas contrecarrer nos sorts vampires. Boy, dans ta face. La cité des 3 arbres, pour avoir une quantité magique de mana lorsque ça se passe bien. Voilà, c'est des 3 arbres. Très vite, tu peux la rentabiliser grâce à l'éminence d'Edgar Markov. Reflecting Pool, pour un mana de la couleur qu'un terrain qu'on possède
Voilà. Enfin, à chaque fois que je dis cette carte, je dis de la merde. Add one mana infinite type. Tu ajoutes un mana de la couleur qu'un terrain pourrait produire. Si tu as des terrains... grosso modo, c'est pour jouer un peu tout. Voilà, dans l'idée. Caveau des champions, il faut avoir 2 adversaires. Évidemment, on a toujours 2 adversaires. Chapelle isolée, il faut avoir une plaine ou un marais pour que ça arrive dégagé. On a ça de manière assez standard. Pareil en montagne ou plaine. Là, tu choisis soit c'est blanc, soit c'est noir. Là, tu choisis soit c'est blanc, soit c'est rouge. Là, tu choisis soit c'est noir, soit c'est rouge. Là, les doubles... Enfin, les bicolorités qui sont présentes. Land fétide pour filtrer en Orzhov. Pré-recailleuse pour filtrer en Boros. Cairn sculpté pour filtrer en Rakdos, qui sont ici présentes. On va avoir 3 plaines. Pourquoi 3? Les 2 de la map, Archaeomancer's map, et puis une en plus, si jamais on doit aller fetcher et qu'on veut pas perdre de points de vie. 2 marais. Une seule montagne, parce que les montagnes, c'est vraiment ce dont on a besoin le moins dans le deck. Crypte de sang, reliquaire impie, fonderie sacrée, donc les Shockland ou Raveland selon ce que vous voulez dire. Et enfin, les 8 fetch, Arid Mesa parce qu'il y a du blanc et du rouge, Grave inondée parce qu'il y a du blanc, Catacombe parce qu'il y a du noir, Polluted Delta parce qu'il y a du noir, Bloodstained parce qu'il y a du noir, Contrefort boisé parce qu'il y a du rouge, Lac de montagne parce qu'il y a du rouge et Marshflash parce qu'il y a du rouge, évidemment. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. La seule... Ah mais non, mais en plus il en manque 2. Il manque un fetch, puisque le seul fetch que j'ai pas le droit de jouer, c'est le bleu et le vert. Donc en fait il m'en manque une. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Parce qu'il y en a 10 en tout des fetch. Ah ben je vais regarder ce qui manque. Tu vois, je pensais que j'étais bon. Il me manque un fetch les amis. Comme quoi ça valait le coup de faire cette deck tech. Je vais pouvoir mettre ça encore plus à jour dans les secondes qui suivent la fin de cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé en tout cas, j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à tester, à me dire ce que vous en pensez. En vrai, je vous dis, en multi, ça vous permet vraiment de vous amuser et de jouer de manière vraiment sur le long terme. Hein. Vous n'êtes pas là à jouer 2-3 tours et puis si vous faites Vras, allez, finito pipo, on remballe. Donc là, vous pouvez jouer vraiment, je vous le dis, hein, j'ai fait une game récemment, on est allé jusqu'au tour, je sais pas, 12, 13, 14. Et le deck a tenu toutes ses promesses. Essayez d'avoir une main quand même un peu plus agressive avec au moins un tour 1, tour 2, tour 3 ou au moins tour 2, tour 3. Que vous ne vous ennuyez pas trop parce que sinon c'est vrai qu'on se fait un peu chier et les gens n'attendront pas avant de vous coller des pralines. Donc il faut aussi avoir de quoi se protéger. Mais c'est de la frappe. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. N'hésitez pas également à venir sur Twitch me donner de la sephore puisque je suis présent du mardi au vendredi de 9h à midi pour traiter des news jeux vidéo pop culture. Et de Magic l'Assemblée, leur canal, tout ça. Je fais littéralement plein d'openings sur ma chaîne. Une fois toutes les 2-3 semaines, il y a forcément des bails. Idem sur ma chaîne YouTube que vous pouvez aller follow si ça vous chauffe. Et n'oubliez pas d'utiliser le code ADIBOU2025 chez Play-in. Si vous voulez acheter du Magic l'Assemblée, ça vous permet d'avoir 50% de points de fidélité en plus une fois par an. Et par contre, donc ça vaut le détour. Je vous fais des bisous, passez une très très bonne journée, soirée, après-midi, que sais-je. Et rendez-vous très vite ici même pour de nouvelles aventures et des nouvelles deck tech. Prochaine deck tech d'ailleurs, ce sera Yuriko Full Ninja, Full Ninjutsu. On va se régaler. À très vite pour la nouvelle deck tech. Mais quoi qu'avant, je pense qu'il y aura une ouverture d'Azure Drift. Donc soyez dans les parages. On va bien manger du carton dans les semaines qui viennent.